Leader en business performance vous propose un nouveau webinaire sur les meilleures pratiques en termes de management et de financement de l'innovation. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une des facettes du logiciel de notre partenaire Expernova. Le sujet, les états de l'art, véritable pierre angulaire de la sécurisation du CIR. Ces états de l'art participent également au cadrage des projets de R&D lors de leur démarrage. Pour nous parler de ce sujet, nous accueillons nos intervenants. Il s'agit tout d'abord de Arnaud Schnopp, Channel Manager chez Expernova. Arnaud, bonjour. Bonjour. Et nous accueillons également Bruno Koulmans, directeur du consulting Innovation Deming. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui sera le suivant. Tout d'abord, nous rappellerons la définition de ce qu'est un état de l'art. Puis nous découvrirons la méthodologie de constitution de ces états de l'art pour arriver évidemment à ce que vous attendez tous, la démonstration de mise en place d'états de l'art collaboratifs avec le logiciel Expernova. En conclusion, nous verrons qu'il est également possible d'aller plus loin, tant avec Expernova qu'avec les conseils Deming. Je laisse maintenant la parole à Arnaud pour la définition de l'état de l'art. Très bien, merci David. Donc, l'état de l'art, qu'est-ce que c'est? Réaliser un état de l'art va consister en fait à rassembler le maximum d'informations sur un sujet ou sur une technologie qui vous intéresse. C'est en quelque sorte l'état des connaissances existantes à un moment donné sur un objet d'étude. L'état de l'art va induire la notion de rechercher dans les connaissances accessibles. Ces connaissances peuvent très bien être internes à l'entreprise ou externes et qu'elles soient d'ailleurs gratuites ou payantes. On peut y retrouver dans ces types de documents des publications, des brevets, des projets collaboratifs, des rapports de synthèse, etc. Par opposition, ce qui n'est pas accessible, tout ce qui n'est pas accessible, qui n'est pas rendu public, ne va pas rentrer en compte dans la réalisation d'état de l'art. On y retrouve notamment les secrets industriels, les savoir-faire ou encore l'expérience. En définitive, faire un état de l'art, c'est une sorte d'état des lieux de la connaissance technique et scientifique à un instant T pour donner le point de départ du travail à engager. Donc il y a deux grands moments dans l'état de l'art, tout d'abord au lancement du projet, mais également au cours du projet lorsque l'on rencontre une problématique. Alors l'état de l'art, à quoi ça sert? Pour commencer, l'état de l'art n'a pas de prétention à être exhaustif. L'objectif est de partir de ce qui a déjà été fait, comme un socle de départ, afin de délimiter un périmètre de recherche, donc son sujet, et d'aboutir à un questionnement de recherche qu'on va ensuite formaliser. Pour les entreprises, les bénéfices sont simples. Une fois que la question de recherche a été définie, il est important de faire l'état des réponses connues sur la question posée. Cela revient en d'autres termes à se demander qu'est-ce qui a été fait par le passé. On va ensuite orienter sa R&D et définir ce qu'on pourrait faire de nouveau. Cela passera notamment par l'analyse des limites des travaux précédents sur ce sujet. On va ensuite formaliser sa question de recherche. Donc l'objectif est surtout d'éviter de réinventer la roue et donc de définir précisément quel problème il reste à résoudre pour répondre à ma question de recherche. Et pour finir, dernière étape très importante, la sécurisation du CIR. L'entreprise qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt recherche doit impérativement constituer un dossier scientifique de justification attestant du caractère éligible de ses travaux de recherche et de R&D afin de sécuriser son CIR. Donc voilà, en résumé, les 4 objectifs de la réalisation d'un état de l'art. C'est très clair. Bien, merci à Arnaud pour cette définition. Bruno, maintenant, pourriez-vous nous illustrer quelles sont les grandes étapes de cette constitution d'état de l'art? Alors effectivement, David, nous allons nous intéresser à la chronologie de réalisation d'un état de l'art au démarrage d'un projet. Pour cela, j'ai choisi l'exemple d'un projet dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et qui vise la mise en place d'un ERP de gestion de la traçabilité pour des sites de production de saucissons secs. La problématique sous-jacente à ce projet concerne les mélanges de l'eau de viande en raison de la dispersion importante existant au niveau des produits finaux. En effet, en partant de portes d'un élevage donné, l'enjeu du projet est d'assurer la traçabilité de ces lots de viande de l'abattoir en passant par les étapes de production jusqu'au site de distribution. C'est important car en cas de problème sanitaire, il est souvent nécessaire de rapatrier tous les stocks en vente, faute de pouvoir distinguer les lots concernés par la problématique. Du coup, cela engendre des coûts souvent démesurés pour les entreprises. La formalisation de l'objectif du projet se résume à identifier un ERP personnalisable pour intégrer le bon modèle de traçabilité, couplé à un système d'identification adapté. On pourrait se dire que la puce RFID peut paraître performante,
mais son coût est tout bonnement inapproprié dans notre cas de figure. Il est en effet inenvisageable de mettre des puces et RFID sur tous les saucissons secs. Une fois l'objectif affiné, on commencera dans cet exemple par constituer l'état des connaissances sur les procédés de traçabilité de manière à collecter et capitaliser les datas scientifiques pertinentes. Sur la base de ces données, on réalisera une analyse critique qui permettra de définir la traçabilité sur les normes ISO, de définir les spécificités des traçabilités dans l'industrie agroalimentaire et de la production du saucisson en particulier. Ainsi, on pourra identifier grâce à cette analyse les concepts à creuser et leurs limites respectives. Par la suite, cet état de l'art devra être complété par une veille sur les ERP pour identifier le plus adéquat pour le projet et une détermination du meilleur système d'identification pour les saucissons. C'est seulement quand ces étapes sont terminées que le projet de recherche est réellement lancé. Nous sommes bien en présence d'un projet de R&D qui illustre la transformation d'une problématique industrielle en projet de recherche. En effet, ce projet a été réalisé pour la société EAOST et a fait l'objet de la publication d'une thèse de CIFRE de l'INSA Lyon. Si maintenant nous nous intéressons à la constitution de l'état de l'art, mais après avoir vu en amont des projets sur un état de l'art classique, nous allons nous intéresser au cas particulier de l'état de l'art à décrire pour le crédit d'impôt recherche. Donc, l'état de l'art en matière de crédit d'impôt recherche doit démontrer un caractère de nouveauté non négligeable qui induit des incertitudes scientifiques substantielles appelées verrous technologiques et qui oblige à engager une démarche d'expérimentation. Je pose des hypothèses et je cherche à les vérifier, et ceci de manière itérative. Si on reprend notre exemple précédent, la formalisation de l'état de l'art crédit d'impôt recherche va suivre le plan suivant. Tout d'abord, description des solutions existantes et de leurs limites concernant la gestion de la traçabilité. De la même manière, description des solutions existantes et de leurs limites, à la fois sur les systèmes d'identification et les ERP. Identification des limites de l'état de l'art et des verrous technologiques. Au cas présent, il existait peu de données sur l'optimisation et la performance de la chaîne logistique dans l'industrie agroalimentaire, ce qui nécessite une modélisation nouvelle du système de traçabilité de cette chaîne logistique. Et enfin, l'identification, la compilation et l'analyse des références bibliographiques sur le sujet qui participent à la démonstration de l'existant et de ses limites. Cette démarche permet d'introduire l'objectif de recherche du projet qui sera, dans notre exemple, de modéliser le système de traçabilité de la chaîne logistique des saucissons secs. Très bien. Maintenant que nous sommes alignés sur la définition et le concept même d'un état de l'art, tant pour le projet de recherche que pour le crédit impôt recherche, nous vous proposons de réaliser un rapide sondage pour vous situer par rapport à la pratique de l'état de l'art. Donc, vous allez voir apparaître sur vos écrans la question à laquelle nous vous invitons à répondre. Donc, pour vous, vos équipes de R&D, les états de l'art, vous ne les réalisez finalement jamais, vous n'avez pas le temps. À l'occasion, parfois, et surtout pour les projets les plus complexes, régulièrement, il s'agit d'une bonne pratique, mais vous avez peut-être encore quelques projets qui passent à la trappe, ou alors, bravo, systématiquement, cette pratique est inscrite dans vos process de R&D. Pardon. Pendant que vous répondez à ces questions, à ce sondage, je vous rappelle que vous pouvez également poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans la petite fenêtre de chat qui est présente sur votre écran et qui nous permet de collecter les différentes réponses. Alors, David, nous allons essayer maintenant de réunir les deux mondes. Nous avons vu l'état de l'art réalisé en amont du projet, l'état de l'art crédit d'impôt recherche, et voir comment structurer son approche avec les différentes phases du projet. Au démarrage du projet, le chef de projet réalise l'ensemble des états de l'art. Dans notre exemple, à la fois une veille sur les ERP, un état de l'art sur l'optimisation de la chaîne logistique, un état de l'art sur les méthodes de traçabilité et sur les systèmes d'identification, soit les puces RFID, les QR codes ou autres, pour identifier les verrous technologiques et poser là où les problématiques de recherche du projet de manière à cerner s'il va s'inscrire ou pas dans une démarche éligible au crédit d'impôt recherche. Si nous regardons ces différentes phases d'exécution du projet, chacune de ces phases relève partiellement ou totalement des phases éligibles en matière de crédit d'impôt recherche. Les états de l'art amont sont partiellement valorisables au titre du crédit d'impôt recherche par le biais de la veille technologique par rapport à l'utilisation de bases de données et les coûts associés, exemple Expernova, ou les dépenses associées à la participation à des congrès scientifiques sur des technologies considérées au sein du projet. On a également le test et la sélection de RP, qui lui ne relève pas du crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas de démarche de R&D engagée sur cette phase.
Par contre, les travaux qui vont porter sur la nouvelle modélisation de la chaîne logistique et le développement de solutions du système d'identification vont relever pleinement d'activités éligibles. La personnalisation des ERP, la phase de personnalisation des ERP pourrait partiellement être éligible, même s'il faut être très prudent sur le sujet. Les phases d'adaptation de ce type d'outils, pour la plupart du temps, n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Il faut vraiment apporter des modifications substantielles de rupture avec ce qui se fait traditionnellement. Enfin, les phases de prototypage, tests et recettes sont partiellement éligibles tant qu'elles s'inscrivent dans la logique de vérifier une hypothèse de recherche et ne cherchent pas à représenter le produit ou le procédé dans son état final. Il faut avoir conscience que les états de l'art doivent s'actualiser au fil du temps. La démarche est donc itérative, notamment pour les projets pluriannuels. On a vu là l'approche théorique dans le meilleur des mondes, mais bien souvent, les chefs de projet sont confrontés à des problématiques qui nuisent à la réalisation d'états de l'art pertinents. On verra d'ailleurs ce que donnera le petit sondage qui a été lancé par David en ligne sur le sujet. En effet, si on revient sur les trois grandes phases de la constitution des états de l'art pour les chefs de projet, à savoir l'identification de sources pertinentes, l'analyse de ces sources et la formalisation des états de l'art proprement dit, ils doivent faire face à des problématiques qui peuvent être le manque de temps, ou le manque d'expertise et ou le manque d'outils efficaces. Du coup, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Alors, si on regarde un petit peu les pourcentages de réponses au questionnaire, donc vous êtes 6% des auditeurs à ne jamais réaliser d'état de l'art. Vous êtes la moitié, donc à essayer de les réaliser à l'occasion, mais ça n'est pas systématique. 31% quand même à les réaliser régulièrement et 13% à les avoir intégrés dans vos process de R&D. Donc, je pense qu'effectivement, vous pouvez gagner en rapidité ou mieux structurer vos process d'état de l'art. Alors, pour le coup, nous, notre volonté à travers ce partenariat est de simplifier la démarche de nos clients avec à la fois d'un côté les conseils des mines pour la constitution des états de l'art sous l'angle du crédit d'impôt recherche et la solution logicielle d'Expernova que va nous présenter Arnaud pour la constitution des états de l'art en amont du projet. L'objectif étant que les deux approches se rejoignent le plus possible. Alors, maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir les avantages du logiciel Expernova. Alors, il faut me remettre l'écran. Alors, donc je vais vous présenter donc la solution Expernova. Donc pour vous expliquer rapidement ce qu'est Expernova, donc on a conçu en fait une solution de big data scientifique au service de l'innovation. Donc cette solution Expernova va en fait agréger, indexer et analyser des millions de travaux scientifiques très variés afin de permettre à ses utilisateurs de réaliser des états de l'art sur leurs différents sujets. Pour information, la solution Expernova est éligible au crédit d'impôt recherche dans le cadre d'accès à des bases de données scientifiques pour la réalisation d'états de l'art et de veille technologique. Une des particularités de notre solution est d'être en mesure en fait d'indexer des types de travaux assez différents. On va y retrouver notamment des publications relues par des comités de lecture, des thèses, des brevets, des projets collaboratifs, des conférences, de pouvoir également couvrir plus de 400 domaines scientifiques. On retrouve de l'énergie, de l'agro, de la pharma, de la chimie, etc. Et point très important, de pouvoir également bénéficier de données récentes puisque nous effectuons des mises à jour mensuelles de notre plateforme qui va consister justement à aller intégrer, à alimenter notre base avec toutes les données scientifiques nouvelles. Voilà, donc on va voir justement maintenant directement un exemple d'espace collaboratif pour réaliser des états de l'art. Donc on est parti sur deux scénarios. L'objectif en fait est de s'imaginer d'être une société d'industrie agroalimentaire et en fait on va réaliser deux étapes. La première qui va être au lancement du projet. Donc dans cette étape de lancement de projet, l'objectif c'est d'impliquer uniquement mon équipe interne pour déjà faire un premier état de la connaissance et de formaliser sa problématique de recherche. En deuxième lieu, on va
être sur un avancement de projet, donc un projet en cours, où là, l'objectif, comme Bruno l'expliquait tout à l'heure, c'est de pouvoir finalement combiner à la fois la force de l'outil de Big Data scientifique que nous avons et d'ajouter à ça l'expertise des consultants Hemming, où on verra justement qu'ils vont pouvoir s'interconnecter, échanger à travers un espace collaboratif et donc de pouvoir également à la fin définir quels projets sont éligibles. Pour la démonstration d'aujourd'hui, nous sommes partis sur le sujet de la suppression du lactose dans la poudre de lait. Donc, je vais vous montrer tout ça via directement une démonstration. Je peux avoir la main. Voilà, merci. Voilà. Donc, je suis en fait connecté comme un utilisateur. Donc, c'est une solution en SaaS. Et là, je suis en fait au sein de la société d'agroalimentaire et je suis utilisateur, donc vous me voyez, Arnaud, directeur R&D. De la plateforme, je vais pouvoir en fait bénéficier d'un espace collaboratif où dans cet espace collaboratif, je vais pouvoir en fait créer des dossiers partagés. L'objectif de ce dossier partagé est de pouvoir en fait convier différentes personnes à participer ensemble et à travailler ensemble sur le même projet. Donc je vous rappelle que l'objet du jour, c'est la suppression du lactose dans le lait. Donc je tout simplement nomme mon dossier. Je vais pouvoir y ajouter une description et je vais donc créer ce dossier directement. Une fois que j'ai créé ce dossier, je vais pouvoir en fait diviser mes recherches. Dans un premier temps, comme je vous le rappelle, on va se focaliser uniquement à impliquer des personnes en interne. Donc je peux revenir dans mon dossier des bookmarks et de là, je vais pouvoir, toujours sur la base du dossier admin que j'ai créé, la suppression du lactose, créer un sous-dossier où là, je vais le nommer interne pour bien préciser que ça concerne que mon équipe et je vais même pouvoir y ajouter une date, d'accord, pour vraiment donner le départ de ce projet. Même chose, je vais pouvoir y ajouter une description et de la plateforme, je vais pouvoir en fait inviter les personnes qui me semblent le plus pertinentes au sein de mon équipe à travailler sur cet espace collaboratif. Donc j'ai David, mon ingénieur brevet, et j'ai Anne-Sophie, ma chef de projet R&D. À ces deux personnes, j'ai la possibilité de leur donner un droit de lecture, soit uniquement de pouvoir visualiser les documents que moi-même je vais pouvoir rechercher, ou la possibilité que eux-mêmes rajoutent des informations. Et c'est l'objectif de cet espace collaboratif, c'est que tout le monde mette la pierre à l'édifice. Donc je vais leur donner les droits d'édition. Je vais même également pouvoir leur donner l'autorisation d'inviter d'autres personnes de mon équipe, auxquelles peut-être je n'aurais pas pensé, à venir travailler ensemble sur ce projet. Donc je crée tout simplement ce sous-dossier et de cette base-là, je vais pouvoir, moi, commencer à faire des recherches. Donc, j'ai préparé une requête sur l'outil, l'utilisation de la plateforme se fait en anglais. Donc, je vais fermer mon bookmark et je vais utiliser, donc plusieurs modules sont à votre disposition. Le module Overview va permettre d'effectuer des recherches sur des sujets. Donc, je copie-colle ce que j'ai déjà identifié et j'effectue ma recherche. Donc, l'outil va, via les différents documents dont je vous parlais, les publications, tests, conférences, brevets, etc., que nous avons en base, il va en fait interroger la base pour extraire les informations relatives au sujet que j'aurais saisi. De là, je vais accéder à différents modules de résultats, les experts des domaines scientifiques, etc. Mais l'objectif aujourd'hui, pour nous, c'est de se focaliser uniquement sur la littérature scientifique, de pouvoir justement commencer à réaliser mon état de l'art. Donc, la littérature scientifique sur la plateforme, sur le dashboard de résultats, se trouve en bas. Et comme vous le voyez, nous rassemblons en fait chaque typologie de documents dans des blocs de résultats, où là je vais retrouver des publications scientifiques, je vais retrouver des familles de brevets et également la partie des projets collaboratifs. Si je souhaite faire un focus sur les documents scientifiques, je vais pouvoir cliquer sur More. De là, la plateforme va vous afficher le détail des différents documents. Ils sont classés par pertinence. L'utilisateur a la possibilité ensuite de pouvoir également sélectionner le type de document qui l'intéresse. On le retrouve notamment sur ce filtre ici. D'accord, j'ai un publication type. Donc là, on va pouvoir demander à regarder peut-être que la littérature grise, peut-être que les thèses, les conférences, les articles, etc. Donc vous avez en fait des préfiltres qui se mettent à votre disposition. Et ensuite, on va afficher au fur et à mesure les différents documents qu'on a pu identifier sur votre sujet. D'accord? Si je souhaite aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir
ouvrir un premier document. Donc une préouverture va s'effectuer sur le côté droit de l'outil. Je vais pouvoir visualiser le document en entier ici. Et si ce document me paraît pertinent dans le cadre de l'état de l'art sur la suppression du lactose dans le lait, je vais pouvoir ici directement bookmarker ce document. La notion de bookmark va consister en fait à enregistrer cette information dans le dossier partagé que j'aurai créé en amont. Donc je retrouve différents dossiers. Celui que je viens de créer s'appelle la suppression du lait, du lactose dans le lait. Et je vais retrouver même le sous-dossier interne. Je clique tout simplement et là, la publication vient d'être rangée dans ce sous-dossier. Je ferme cette publication et je vais pouvoir donc réitérer cette manipulation à plusieurs reprises. Je ferme la publication. Je continue à regarder ici. Je ouvre une nouvelle publication. Donc l'utilisateur va pouvoir en fait prendre le temps d'aller naviguer à travers différents outils, à travers les différents résultats, pardon, et potentiellement de pouvoir à chaque fois enregistrer des informations qui lui semblent pertinentes. Je fais la même chose. Je vais sur suppression du lactose dans le lait. Hop, voilà. Et je le rajoute sur interne. Pour que mon équipe comprenne bien les raisons pour lesquelles j'ai enregistré ces deux documents, on a également la possibilité, et c'est très important d'ailleurs de le faire directement, d'enregistrer la requête qui a été la base de l'identification de ces documents. Donc je vais pouvoir également bookmarker ma requête tout en haut de la plateforme. Même chose, je vais dans mon dossier suppression du lactose et je l'intègre dans l'interne. Pardon. Je vais mettre là. Et voilà. Une fois que j'ai réalisé cette étape, je vais donc pouvoir réouvrir mon espace collaboratif et je vais pouvoir donc visualiser concrètement les informations sur lesquelles j'ai capitalisé par rapport à mon sujet. Et de là, donc je vous rappelle que cet espace en fait a été partagé à David et à Anne-Sophie, donc de mon équipe. Et l'intérêt justement de ce dont Bruno parlait tout à l'heure et de l'espace collaboratif, c'est également de pouvoir ici directement intégrer une personne externe à mon entreprise, et dans l'exemple Bruno. Donc de l'outil, je vais pouvoir en fait directement paramétrer ces permissions et demander à inviter Bruno. Donc on retrouve ici les personnes que j'ai déjà invitées, et ici, je vais pouvoir demander à intégrer Bruno. Je vais également lui donner Bruno un droit d'édition, et à partir du moment où je vais effectuer la sauvegarde, sur le compte utilisateur de Bruno, il sera informé et donc va pouvoir visualiser tous les travaux qui ont été effectués par mon équipe en interne. Donc pour illustrer cet exemple, j'ai ouvert un autre navigateur où là justement, je suis sur le compte de Bruno et comme vous pouvez le voir, est apparue une alerte m'informant que Arnaud, le directeur aidé, donc moi-même, je viens de lui ouvrir l'accès à la visualisation de ce qui a été fait. Donc Bruno lui-même va pouvoir ouvrir son bookmark puisqu'il a un compte utilisateur et donc visualiser ce qui a été fait. Et de là, va rentrer réellement en jeu l'expertise des consultants Hemming puisque Bruno va pouvoir lui-même créer un dossier partagé, d'accord, un sous-dossier partagé plus exactement, où là il va pouvoir le nommer de manière à ce qu'on le reconnaisse, donc il va mettre Hemming et il va mettre également la date. Peut-être que son intervention va intervenir le 30 mai. Le décrire et il va pouvoir ici le créer. Même chose, une fois qu'il aura effectué ça, donc le dossier apparaît ici et Bruno, partant de la requête qui a été effectuée par mon équipe interne, eh bien, il va peut-être la retravailler, l'optimiser, identifier des concepts relatifs, essayer de faire remonter des informations que mon équipe n'aurait pas identifiées directement via son compte utilisateur. Donc on imagine ici, je prends un exemple qui a déjà été effectué sur le même sujet où j'ai pu moi-même le préparer, cette requête optimisée. Je vais la saisir et je vais relancer une requête. Cette requête, bien évidemment, en ayant travaillé les mots-clés, va me générer des résultats différents. Alors on aura un socle commun des résultats puisqu'on reste sur le même sujet, on a juste optimisé cette requête. Mais l'intérêt est justement de pouvoir aller explorer des informations qui n'ont pas été faites encore par mon équipe. Donc je vais fermer.
je vais redescendre. Et puis là, potentiellement, je vais peut-être pouvoir aller ouvrir un projet collaboratif sur le sujet. Donc, je vais pouvoir le visualiser, identifier si celui-ci me paraît pertinent et je vais pouvoir ensuite le réintégrer dans le sous-dossier Aiming que je viens de créer à l'instant. Et je le mets ici. Comme tout à l'heure, pour que les choses soient bien claires, la requête qui m'a permis de l'identifier, je vais pouvoir également l'enregistrer dans le sous-dossier que je viens de créer. Voilà. Et cette étape, vous l'aurez compris, on peut la réaliser avec tous les documents qui seront accessibles dans l'outil. Une fois que Bruno aura réalisé finalement son état de l'art de son côté à lui, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire que l'objectif va maintenant être de dire, Bruno va partager tout ce qu'il a trouvé de nouveau avec justement l'équipe, mon équipe à moi et moi-même du coup directement. Donc de l'outil, il va pouvoir ici partager cette information et lui aura la main de sélectionner à qui. Alors peut-être que dans un premier temps, il va peut-être vouloir diffuser cette information qu'à moi directement, pour peut-être qu'il y ait un échange d'abord en premier lieu entre le directeur R&D et le consultant Aiming, et qu'ensuite moi je décide oui ou non si j'affiche et si je partage avec David et Anne-Sophie. Dans le cas de figure, je vais le mettre à tout le monde, d'accord, et je vais sauvegarder. Donc, même chose, de leur côté, ils vont recevoir une notification. Et autre avantage de cet espace collaboratif, c'est que à travers les informations que Bruno aura identifiées, il va même pouvoir les commenter. C'est-à-dire qu'il aura ici une petite fenêtre de chat qui va permettre de dire « Bonjour Arnaud, j'ai identifié ce brevet pertinent, etc. etc. » Et ce commentaire, de par le fait que je viens de diffuser cette information à mon équipe, à l'équipe d'Arnaud, va être accessible sur les comptes utilisateurs. Donc je suis revenu, comme vous pouvez le voir, j'ai deux alertes qui me préviennent de cette information et je vais retrouver ici cette donnée. Donc comme vous pouvez le voir, sur cet outil, cet espace collaboratif, l'intérêt est justement de pouvoir répondre aux deux étapes d'état de l'art au moment du lancement de projet où je vais impliquer des gens de mon équipe, je vais pouvoir leur demander d'aller rechercher, on va pouvoir peut-être faire des réunions en interne et ensuite ouvrir ces accès, ces informations à un consultant ou même d'autres consultants. On peut imaginer un cas de figure avec plusieurs consultants qui interviennent et de pouvoir finalement avoir cette interconnexion entre l'équipe interne et l'expertise d'Aiming sur les sujets. Pour finir, ce que je viens de vous montrer concernait donc le sujet de ma démonstration sur la suppression du lactose dans le lait, mais bien évidemment, à travers l'outil, le directeur R&D de la société d'agroalimentaire aura peut-être différents sujets à traiter. Donc là, j'ai pris un exemple de sujet sur les principes actifs blanchissants dans la peau, sur la transformation des aliments sur les apports nutritifs. Et même chose, l'objectif final, à travers le partage avec les consultants d'Aiming, c'est qu'à un moment donné, on va se mettre tous autour de la table et on va décider quels projets vont réellement être éligibles au crédit d'impôt recherche. Il y aura peut-être des sujets qui ne le seront pas, mais à travers l'implémentation de toutes ces informations, on va pouvoir prendre ces décisions à l'issue de ce travail collaboratif. Voilà. Alors merci Arnaud pour cette démonstration très claire sur les espaces collaboratifs et leurs avantages en utilisation temps réel pour la sélection notamment des projets du CIR. Il est temps maintenant de synthétiser les différentes informations que nous avons pu vous communiquer. Et pour commencer, nous allons rappeler les bénéfices du logiciel Expernova. Alors, comme nous venons de le voir, l'espace collaboratif a plusieurs avantages. Le premier, de bénéficier de gagner du temps sur la recherche d'informations, donc via l'analyse automatique de notre solution et via tous les travaux que nous analysons et que nous mettons à jour tous les mois. L'utilisateur va pouvoir mobiliser ses équipes, donc inviter les personnes sur les différentes thématiques. On peut avoir des sous-divisions, donc on va pouvoir à chaque fois créer des dossiers partagés pour impliquer ses équipes. Cet espace va permettre également de communiquer en temps réel, alors soit avec mes équipes en interne, mais également en intégrant les consultants Aiming, comme je viens de vous le montrer, de pouvoir capitaliser sur ces connaissances. Je ne vous ai pas montré notre fonctionnalité qui est possible, mais toutes les informations que vous retrouvez dans vos bookmarks sont exportables en format PDF ou Excel, donc on va pouvoir également les sauvegarder sur son bureau. On va donc pouvoir
piloter directement son état de l'art via l'outil, du coup va permettre la structuration de son processus R&D et à la fin, bien évidemment, on en a parlé initialement, la finalité de pouvoir sécuriser son crédit d'impôt recherche grâce à une sélection des projets qui sont établis sur l'état de l'art du domaine. Alors, en synthèse, notre souhait côté Hemming est d'augmenter la proposition de valeur dans l'accompagnement de nos clients en matière de gestion du crédit d'impôt recherche, ceci en ancrant davantage notre accompagnement sur les processus de recherche et développement de nos clients. C'est pour ça qu'on propose d'introduire un nouveau partenaire à travers la solution logicielle d'Expernova. Si nous regardons les différentes étapes de cette approche collaborative, en premier lieu, le chef de projet va démarrer son projet. Il va définir ses objectifs et notamment les objectifs technologiques et identifier les mots-clés associés. Sur la base de ces mots-clés, il va construire ses requêtes d'identification de sources scientifiques pertinentes avec l'aide du logiciel Expernova, comme Arnaud l'a montré. Il va en retirer toute la littérature scientifique associée, ainsi que les acteurs et les experts du domaine. Il va alors pouvoir procéder au cadrage de son projet en étant en mesure de présenter ses objectifs, les incertitudes techniques et les hypothèses de recherche, ainsi que la roadmap de ses travaux. Bien sûr, il réalise ses travaux de R&D et à cette étape, il a structuré intégralement l'ensemble de son processus de recherche et développement. Hemming va pouvoir intervenir pour la sélection des projets sur la base des bookmarks réalisés en commun sur l'outil Expernova et va également pouvoir être à l'origine de requêtes complémentaires, comme l'a montré Arnaud, et de les partager également avec ses clients, de manière à affiner les datas scientifiques et leur analyse. Hemming va ensuite produire assez classiquement une cartographie d'éligibilité des projets au titre du crédit d'impôt recherche et sur la base d'un scénario choisi par l'entreprise, Hemming va procéder à la valorisation et au calcul du crédit d'impôt recherche. Puis va venir le temps de la formalisation de l'état de l'art sous l'angle crédit d'impôt recherche. On a alors la possibilité d'avoir une approche sécurisée sur l'éligibilité du CIR en cours d'année, et non plus uniquement une visualisation de son crédit d'impôt recherche en fin d'année. Le process de recherche se poursuit en parallèle avec l'analyse des résultats côté client et le lancement du produit ou du service considéré. Hemming sera alors en mesure de réaliser le rapport justificatif annuel du projet pour sécuriser cette fois-ci complètement l'approche crédit d'impôt recherche. Alors, on notera également qu'Hemming dispose des expertises et du benchmark nécessaires pour réaliser ou accompagner les chefs de projet sur certaines étapes du processus d'innovation en amont des travaux de recherche, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas en capacité, pour une raison X ou Y, de réaliser les tâches, notamment 2, 3 et 4, que l'on voit dans le synoptique. Donc Expernova permet également d'aller plus loin pour sécuriser son CIR. Arnaud, si tu peux nous détailler un petit peu cette fonctionnalité, s'il te plaît. Bien sûr. Alors donc, quels sont en fait les avantages d'Expernova pour sécuriser son CIR? Donc, en cas de contrôle d'un agent du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, il va être primordial de pouvoir, dans un premier temps, prouver les lacunes dans l'état de l'art, nécessitant des travaux, et également démontrer que peu de données étaient disponibles. L'avantage d'Expernova est également de pouvoir en fait visualiser rapidement via des graphiques l'état des recherches au lancement des travaux. Donc on va en fait, je l'illustre à travers deux exemples ici. Le premier, on va en fait être sur un sujet très exploratoire, où comme vous pouvez le voir, peu d'acteurs travaillent sur le sujet, donc on a finalement très peu d'interaction et très peu de volumétrie. Et à l'inverse, l'outil, j'ai pris un exemple volontaire sur un sujet très connu, on va retrouver du coup une densité plus importante avec une volumétrie, beaucoup plus de travaux qui ont été effectués sur le sujet. Donc, grâce à l'outil, en fait, on va permettre de se positionner rapidement par rapport à son sujet pour voir un petit peu quel est l'état de la volumétrie. Ceci étant dit, sur le volume, sur l'exemple du sujet connu, le volume important de travaux ne veut pas dire, en fait, que bien sûr, des travaux de R&D ne sont pas possibles. C'est juste pour avoir déjà un petit peu cette première vue par rapport à cette volumétrie sur mon sujet. Donc, grâce à l'outil, on va avoir en fait des preuves supplémentaires pour pouvoir justifier et sécuriser son CIR, encore une fois, en cas de contrôle d'un agent du ministère.
Pour le coup, je rejoins Arnaud, même si c'est difficile de conclure sur le caractère exploratoire ou non d'une technologie en fonction de la quantité des datas scientifiques qui seront accessibles. Il est important vis-à-vis de l'expert du ministère de la Recherche qui examinera le projet dans le cadre d'une vérification du crédit d'impôt recherche, d'arriver à mettre en lumière l'intérêt plus ou moins marqué en fonction du temps de la problématique de recherche qui est présentée dans le dossier. Donc cela valorisera dans tous les cas le sérieux de l'état de l'art et la démarche R&D de l'entreprise. Très bien, c'est très clair. C'est très clair sur les états de l'art. Je crois que Expernova permet également d'aller plus loin que les simples états de l'art du crédit impôt recherche ou au démarrage du projet. Arnaud, si tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît. Bien sûr. Donc là, on vient de se faire aujourd'hui un focus principalement sur la partie état de l'art. L'outil, en fait, via l'analyse des travaux qu'on effectue, on va en fait pouvoir rattacher tous ces différents documents, notamment aux experts et aux co-experts qui ont publié, et de là, on va également pouvoir remonter directement aux acteurs, ce qui va permettre via l'outil de répondre en fait à différents types de problématiques que nos clients rencontrent tous les jours, notamment le besoin de pouvoir identifier des partenaires scientifiques. On se rend compte de plus en plus que soit ils sont amenés à challenger leurs partenariats existants, ou lorsqu'ils sont amenés à travailler sur des projets, sur des sujets qu'ils ne maîtrisent moins, ils vont être amenés à regarder ce qui se fait en dehors de leur entreprise et donc d'identifier des partenaires. L'outil va également permettre de faire de la veille concurrentielle. Donc dans l'outil, un module est spécialisé pour ça, où l'utilisateur final va pouvoir lui-même définir son périmètre de concurrents et de là pouvoir aller lancer des expertises au sein de ces périmètres de manière à mieux comprendre son écosystème concurrentiel, quels experts de mes concurrents travaillent sur mon sujet, quels brevets ils ont déposés, avec qui ils ont collaboré sur le sujet, etc., etc. L'identification de partenaires pour le projet collaboratif. L'objectif est de pouvoir aider nos utilisateurs à identifier des partenaires dans le cadre d'une création de consortium, notamment justement pour des projets européens. On va retrouver également l'identification d'experts qui ont plutôt pour objectif d'aider nos utilisateurs lorsqu'ils ont à résoudre un problème bloquant. Donc là, on est vraiment sur l'identification de personnes, de chercheurs. La détection de nouvelles opportunités technologiques, notamment via la brique brevet. Donc on va vraiment pouvoir aller identifier des technos et notamment sur le fait qu'on couvre 400 domaines scientifiques. Donc on va retrouver l'avantage de l'interconnexion des domaines scientifiques qui est très importante. Et pour finir, on aide également nos clients dans la détection de leurs propres compétences internes. Donc, ils font face à cette problématique de plus en plus. Ça s'adresse notamment aux groupes industriels qui, pour le coup, sont amenés à souvent externaliser des projets R&D sans même savoir qu'ils disposent des compétences en interne, car la communication est assez compliquée, car tout le monde ne se connaît pas. Donc, on va les aider à avoir une connaissance plus fine de leur cartographie de compétences internes. Avant de passer aux questions que vous pouvez poser dans la petite fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran, nous allons voir également que le partenariat Hemming Expernova peut permettre d'aller plus loin aussi. Tout à fait, David. En guise de conclusion, nous avons évoqué l'approche collaborative entre l'entreprise Expernova et Hemming sur la dimension accès à la littérature scientifique, mais cette approche peut porter sur des ambitions plus larges, à savoir la recherche de solutions techniques ou d'expertise sur des technologies particulières, à travers des offres que nous appelons technoscouting, ou encore sur la veille d'écosystèmes particuliers. C'est notamment le cas quand nous accompagnons nos clients sur la gestion de projets collaboratifs, qu'ils soient financés ou pas par la France ou l'Europe. Il est intéressant de mettre à disposition du consortium, durant la durée du projet, une veille active sur les technologies dont il est question sur le projet. Et là, Expernova nous permet de le faire. Donc, nous avons vraiment la possibilité d'élargir cette approche collaborative sur l'ensemble du management de l'innovation. Eh bien, merci messieurs pour cet exposé très clair qui nous a permis de comprendre ce que c'est qu'un état de l'art et finalement comment le constituer à l'aide d'Expernova, donc un outil facile à utiliser et doté d'un espace collaboratif qui permet les échanges en temps réel au sein de son équipe ou avec son conseil. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions, dont je prends connaissance en même temps que vous. Donc, je lis la première question. Elle est plutôt adressée pour Expernova. Et donc, je vais même coupler les deux premières questions. Donc, on nous interroge sur les bases de données scientifiques couvertes finalement par le logiciel Expernova. Arnaud, tu as indiqué qu'il y en avait plusieurs, donc on nous demande un petit peu ce que c'est. Et on nous demande également quelles sont les zones couvertes par le logiciel. D'accord. Alors, en effet,
La particularité, la force de l'outil, comme je vous l'expliquais préalablement, c'est de pouvoir indexer des sources d'informations, des types d'informations assez différents. Et ces types d'informations, elles émanent en fait de partenariats que nous avons avec des bases de données sur lesquelles nous sommes interfacés et que nous mettons à jour tous les mois. Donc au total, on est connecté à plus de 300 bases de données. Dans ces bases de données, on va y retrouver des typologies assez différentes. On va retrouver bien sûr de l'open source. On va y retrouver des bases de données académiques qui nous permettent d'avoir un accès à la littérature scientifique de ce qui a été fait au sein de l'université, dans les différentes entités laboratoires. On va y retrouver des bases de données privées auxquelles Sexpernova va souscrire pour accéder à l'information et ensuite va pouvoir traiter et réintégrer à disposition de nos utilisateurs. Et on va retrouver également des bases d'instituts de recherche. Donc, sur chaque document que vous trouverez dans l'outil, vous verrez en fait que vous avez un lien qui va vous permettre en fait d'être redirigé directement vers la base où on a récupéré l'information. Concernant la couverture géographique, donc l'outil couvre 3 principales zones, l'Europe, donc incluant Russie, Israël et Turquie. On va retrouver également toute la partie Asie de l'Est, qui va lui, pour le coup, ce pack intégrer la Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Singapour, Japon et la Chine. Et on retrouve également le bloc Amérique du Nord avec États-Unis et Canada. Donc au total, la couverture inclut 52 pays et l'utilisateur final a lui la possibilité sur les différents modules de résultats que nous mettons à leur disposition de pouvoir utiliser un filtre s'il souhaite par exemple identifier que des experts sur la France ou en Europe. Donc il a la possibilité bien sûr de réaffiner sa requête via ce filtre de géolocalisation. Très bien, merci. Alors, une question plus pour Bruno maintenant. En fait, on nous demande si, selon le retour d'expérience de Deming, finalement, on a vu comment on constituait un état de l'art et on nous demande combien de sources en fait bibliographiques faut-il citer pour que l'exercice de l'état de l'art soit conforme et jugé correctement par un expert. D'accord. Alors, je dirais que c'est pas le nombre, mais c'est surtout le fait de montrer les limites qui existent dans les connaissances et qui vont nécessiter d'initier des travaux de recherche et développement qui vont légitimer l'intégration du projet dans le crédit d'impôt recherche. Ce que je peux dire, c'est que j'observe dans les dossiers techniques des états de l'art validés en contrôle avec peu de publications récentes, car ces dernières décrivent très bien les limites du sujet et arrivent et explicitent dans leur perspective la nature des travaux qui restent à mener. À l'opposé, par exemple, quand nous valorisons un sujet de thèse du type de celui que j'ai décrit pour les saucissons, la bibliographie du doctorant, elle est toujours très complète. D'accord, c'est clair. On nous demande, alors encore une question peut-être plus sur le logiciel Expernova. Donc la possibilité, on a vu qu'il était possible d'accéder donc pour bookmarker à des publications. On nous demande comment ça se passe pour avoir accès à l'intégralité des articles scientifiques lorsqu'on a identifié une publication. Alors, donc les documents scientifiques disponibles sur l'outil vont vous ramener sur des bases de données. 2 options vont se présenter à l'utilisateur, soit la possibilité d'accéder à l'intégralité du texte, s'il est disponible sur la base de données, ou s'il ne l'est pas, on a également la possibilité, via d'autres liens de redirection, d'aller interroger des serveurs avec le DOI, donc le numéro d'identification unique du document, pour aller potentiellement l'identifier et trouver ce full text. Donc on ne garantit pas d'obtenir le full text sur tous les documents. Ce qui est important également de savoir, c'est que quand bien même, dans certains cas, nous avons accès au full text, l'indexation du document, elle, se fait uniquement sur les métadonnées, à savoir titre, abstract et mots-clés. Voilà, donc sur l'outil, vous aurez la possibilité à chaque fois de visualiser, voir si ce document est disponible ou pas. D'accord. Est-ce que finalement on peut dire que Expernova, ça permet de faire des overviews finalement assez rapidement des datas scientifiques qui sont disponibles et qu'on aura effectivement à aller rechercher par la suite? Exactement. Après, l'utilisateur a eu la possibilité, s'il dispose d'accès à d'autres bases de données, plutôt donc des contenus
scientifiques vont pouvoir, eux, peut-être aller rechercher le document s'il n'est pas disponible en full texte. L'avantage et la valeur ajoutée d'Expernova est surtout d'avoir la capacité de rassembler sur la même plateforme des sources d'informations assez différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur les publis, mais on va vraiment avoir un panel de documents assez variés pour justement permettre de réaliser cet état-là, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même important aussi de prendre en compte les différents des conférences, ça peut être des thèses, ça peut être des posters, donc on va pouvoir directement préfiltrer cette information. Tout à fait. D'accord. Une autre question peut-être plus pour Bruno. On nous demande, quand vous présentiez le phasage des étapes éligibles au crédit impôt recherche, il a été mentionné que le logiciel Expernova pouvait lui-même être éligible au crédit impôt recherche. Alors, on nous demande un petit peu plus de détails, à quel titre c'est éligible et comment valoriser le logiciel dans son crédit impôt recherche. Alors, effectivement, on a la possibilité d'intégrer les coûts du logiciel Expernova dans l'assiette de dépenses du crédit impôt recherche sous l'angle de la veille technologique, puisqu'il y a un item prévu sur ce sujet, pour peu que effectivement les projets qui soient valorisés au titre du crédit impôt recherche aient été traités au niveau de l'état de l'art et de la veille via ces bases de données et cette plateforme. Donc là, effectivement, on peut l'intégrer intégrer les coûts associés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche à hauteur. Alors, ce poste de dépense est lui-même plafonné à 60 000 € par an et par entreprise. Et il intégrera également toutes les dépenses de participation à des frais de congrès ou autres sur les problématiques qui sont encore une fois en lien direct avec les projets qui ont été retenus au titre du crédit d'impôt recherche. D'accord. C'est très clair. Donc, nous arrivons au bout des questions. Avant de nous... Ah, pardon, on me dit qu'il y a une dernière question. Alors, l'analyse des publications pour formaliser un état de l'art se fait-elle directement dans l'outil et de façon collaborative? Alors oui, l'analyse des publications va pouvoir en fait se faire en 2 étapes. On va pouvoir en fait se faire dans un premier temps uniquement avec les personnes qu'on aura conviées. Et l'objectif, comme tout à l'heure je l'ai montré, c'est aussi de pouvoir y intégrer des personnes, des consultants. Donc en fait, le choix va dépendre de la stratégie que souhaite mettre en place le directeur R&D et ce qu'il souhaite. Et c'est possible qu'il le souhaite que le faire tout seul et pas obligatoirement de prendre le consultant Hemming, mais nous on trouve que l'avantage, et c'est l'intérêt de notre partenariat, c'est de pouvoir finalement combiner l'expertise interne et l'expertise externe de ces consultants. Donc l'analyse, oui, des travaux vont se faire directement via la plateforme et notamment à travers des possibilités d'échanger directement par message ou même, et ça c'est une fonctionnalité qu'on propose, de pouvoir directement de l'outil envoyer un email avec des extractions de l'outil si on souhaite peut-être mettre dans la boucle d'autres départements comme le marketing ou le juridique ou un DAF par exemple pour pouvoir également avoir de l'information, enfin cette expertise si besoin. Donc on a d'un côté la possibilité de le faire en interne et d'intégrer notre personne qui a une licence Expernova, mais également de pousser cette information hors de la plateforme. Côté Hemming, on a une approche également systématique de gestion des risques et des opportunités sur le crédit d'impôt recherche, donc qui qualifie l'éligibilité d'un projet. Et du coup, on va se servir forcément des sources pour réaliser l'état de l'art. Et de fait, on va être obligé de les challenger et d'avoir une vision alignée avec nos clients sur la portée de ces états de l'art et du coup le verrou et l'incertitude technique qui peuvent en découler, de manière à avoir une vision partagée sur est-ce qu'on le reprend dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche ou pas. Après, encore une fois, le travail réalisé par Hemming dans la réalisation classique d'une mission de crédit d'impôt recherche n'est pas de constituer l'état de l'art en amont du projet. On va être une aide à un moment donné, mais on a aussi des prestations dédiées pour le faire. Donc là, on est sur un autre volet. Donc il faut bien distinguer l'approche crédit d'impôt recherche de l'approche état de l'art en amont, où là, on va le challenger, on va essayer d'amplifier les sources et d'être le plus pertinent possible pour mettre en avant le verrou technologique inhérent au CIR. Mais voilà, on n'a pas vocation à réaliser tous les états de l'art, ou à aider à réaliser tous les états de l'art de l'entreprise, sauf sur une prestation bien sûr particulière en dehors du crédit d'impôt recherche. Très bien, merci beaucoup. Donc avant de nous quitter, eh bien, je tiens à remercier vivement
tous nos auditeurs pour leurs questions et pour leur attention. Et donc, je vous invite à suivre évidemment nos prochains webinaires. Donc, le prochain, ce sera le 30 mai sur un sujet plus fiscal qui nous intéresse aussi, qui concernera le retraitement de la taxe foncière industrielle. Donc, il existe des pistes d'économie, nous vous proposons de les découvrir. Et puis, le 13 juin, nous reviendrons sur un sujet plus innovation et stratégique pour l'innovation, puisque nous aborderons le thème de la performance de la R&D. Donc, bien, je remercie Bruno et Arnaud pour leur exposé et je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.